Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un bonheur de vous retrouver comme tous les lundis, mardi, mercredi sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair, votre nouvelle tribune d'échange, de débat sur la télévision du Monde. Depuis quelques semaines, le Cameroun a écrit une nouvelle page de son histoire avec l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 dernier. Ce processus électoral particulièrement mobilisateur a connu l'élection de Paul Biya. Par ailleurs, président national du RDPC à la magistrature suprême, une autre victoire forte, écrasante et significative du parti au pouvoir qui démontre à suffisance l'incapacité de l'opposition camerounaise à se mobiliser et à se mettre ensemble, comme ce fut le cas durant les années de Brest de 1990. À cette époque, les partis politiques de l'opposition dictaient leurs lois sur le terrain. Leur message était entendu de tous les coins du triangle national. Ce message était même suivi par la grande majorité des citoyens camerounais seulement. Depuis quelques années, ce discours mobilisateur n'est plus à l'ordre du jour. L'opposition camerounaise peine à sortir de terre, à montrer ses griffes et même à devenir une véritable force politique sur l'échiquier national. Malgré la montée en puissance de nouvelles forces politiques populistes à l'instar du MRC de Maurice Kamto, du mouvement 11 millions de Cabral Libi Lingué ou encore du mouvement Nao de l'ancien bâtonnier Akeremouna. Ces nouveaux venus de la scène politique camerounaise ont même impulsé une autre dynamique, une autre façon de voir et de faire la politique qui laisse penser que l'opposition camerounaise n'est pas encore morte, il faut le dire, mais peut-elle véritablement être une force politique? C'est la question et l'une des questions qui taraude notre esprit. Telle est d'ailleurs la question d'où est venue les problématiques soulevées ce soir dans le cadre de Tout au clair, à savoir l'opposition camerounaise, notamment celle conduite par le Social Democratic Front, le parti de Ni John Frundi des années 1990, puisqu'il est considéré aujourd'hui comme étant un parti historique. Peut-elle renaître de ses cendres? Toujours en rapport avec cette classe politique et du climat politique au Cameroun au lendemain de la présence du 7 octobre. Le MRC de Maurice Kamto peut-il déstabiliser le pays, surtout que cette formation politique a laissé il y a quelques jours lancé sur le terrain la deuxième phase de son plan de résistance post-électorale. Madame, messieurs, bienvenue une fois de plus dans le cadre de Tout au clair, votre tribune de débat, d'échange et même d'éclairage de la scène politique camerounaise. Ici, tout est dit sans langue de bois, ni déconfiture. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, de 21h à 22h30. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à Tout au clair de ce lundi sur la télévision du Monde. Deux thématiques retiennent notre attention. Une en rapport avec l'opposition au Cameroun, notamment l'annonce faite à Yaoundé il y a quelques jours de cela du secrétaire général du SDF, le Social Democratic Front, qui parle de la renaissance du SDF, parti historique. Le SDF peut-il se relever? C'est l'une des problématiques soulevées dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Et puis, on revient pour parler du climat post-électoral au Cameroun. On le sait, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, conduit par le président national Maurice Kamto, enseignant des universités et grand juriste sur la scène nationale et internationale, a lancé sur le terrain la deuxième phase de son plan de résistance qualifié de non au hold-up électoral. Que peut véritablement ou que veut le MRC sur le terrain électoral? C'est donc l'autre question soulevée dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair est une émission interactive. Vous pourrez donc nous envoyer vos contributions, vos problématiques et même vos questions à travers le 00237 699 57 30 26. C'est le code d'accès à cette émission. Une émission
émission sur laquelle et dans laquelle nous avons plusieurs invités qui ont accepté d'être de nôtre ce soir. À l'entame, je voudrais apporter une précision de taille et majeure. Nous avons pris attache avec les membres du Social Democratic Front, parti politique du Cameroun, qui nous ont assuré qu'ils devraient être bel et bien sur ce plateau. Et lorsque nous avons fait le tour pour nous rassurer de ce que ces responsables qui ont donné leur accord de principe de participer à ce programme nous donneraient la confirmation de leur participation, ils ont commencé pour la plupart à nous faire un jeu de ping-pong, nous envoyant d'un responsable à un autre jusqu'à 7 heures. Nous n'avons toujours pas reçu de confirmation du SDF de participer à ce programme qui, je dois le rappeler, avait donné un accord de principe. Et finalement, le jeu de ping-pong ne servira pas au SDF ce soir parce que le SDF sera le grand absent de ce panel sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair ce soir. Tout de même, les autres invités ont accepté d'être là et nous commençons par notre gauche ce soir. Il est de l'opposition également, Bédi Mokwo, c'est son nom. Il est secrétaire général, j'espère bien, national en charge de la communication au sein du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Monsieur Bédi Mokwo, bonsoir. Bonsoir et merci d'accueillir le Manidem sur votre plateau ce soir encore. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur notre scène. En face de vous, nous avons également un autre cadre de la scène politique nationale. Il a fait ses armes dans l'opposition notamment. Lui, c'est Célestin Diamène, qui est aujourd'hui un cadre au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Célestin Diamène, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM TV. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau ce soir. C'est un bonheur de vous retrouver. Merci, je suis enchanté et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce débat pour essayer d'édifier tous les Camerounais et toutes les Camerounaises. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté d'être là. Vous n'avez pas fait comme les autres qui ont donné un accord de principe et qui finalement ne sont pas là. Juste à côté de vous, un journaliste, donc un acteur de la société civile. On va le considérer comme étant neutre dans ce débat. Lui, c'est Roland Nkodo qui est avec nous ce soir. Roland, bonsoir. Roland Diou, et je suis avocat, pas journaliste. Voilà. C'est une précision, je crois, qui était intéressante pour nos téléspectateurs. Et je suis heureux de faire partie de votre panel. J'espère pouvoir être à la hauteur de toutes les préoccupations qui seront celles que vous nous poserez tout au long de cette émission. Des préoccupations, il y en a plusieurs, hein, rassurez-vous, pour ce qui est de ce programme qui se veut interactif, je le rappelle, et qui nous permettra de pouvoir échanger avec nos téléspectateurs à la maison, en même temps que nous échangeons avec vous sur ce panel. Et si vous le permettez bien, nous allons débuter cette émission avec la problématique sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc on parle du climat post-électoral. Célestin Diamène, avec vous, on le sait, la présidentielle est passée le 7 octobre dernier et la proclamation des résultats a été faite sur le terrain par le Conseil constitutionnel. Un vainqueur a été déclaré, ce vainqueur a prêté serment officiellement, mais pourtant, vous restez dans la logique d'une mouvance contestatoire sur l'ensemble du triangle national. Pourquoi? Oui, Fred. D'abord, je tiens à rappeler sur votre exposé tout à l'heure, vous avez demandé ou qualifié le MRC de mouvement populiste, donc je dirais populaire. C'est un mouvement populaire. Il y a un vent de populisme qui se base sur l'ensemble de l'échiquier national et même international. Il faut le reconnaître aussi. Je ne suis pas aussi certain que vous qu'on puisse parler du MRC en tant qu'un mouvement populiste. Vous savez, les mots en isme, je ne les aime pas beaucoup. Hein. Communisme, socialisme. Non, je crois que le MRC, c'est un mouvement populaire. On est dans le peuple, on est avec le peuple. Et on est pour le peuple, bien évidemment. Et par ailleurs, vous avez demandé si le MRC peut déstabiliser le Cameroun. Non, mais non. C'était une introduction. Voilà, ok, non, c'était pour... Maintenant, alors, sur, effectivement, la question que vous me posez, effectivement, le 7 octobre a eu lieu. On sait, vous l'avez très bien fait de le souligner, qu'il y a eu un candidat proclamé vainqueur, un candidat élu par le peuple camerounais. Je ne veux pas insister là-dessus, vous savez très bien ce qui s'est passé le 7 octobre et le 22, surtout lors de la proclamation des résultats. Ce qui est certain, c'est qu'on a engagé deux phases, deux plans de résistance, de national de résistance. La première phase a vécu, nous sommes dans la phase 2 aujourd'hui. Et donc, nous considérons que
les suffrages ont été exprimés massivement par les Camerounais en faveur d'un candidat, que vous savez, M. Maurice Kamto. Il a fait un discours qui marquera l'histoire le 8 octobre dernier, où il revendiquait à juste titre sa victoire. Donc maintenant, les voies de recours sur le plan national étant épuisées, vous savez très bien que, comme vous le savez d'ailleurs, le Cameroun a ratifié pas mal de conventions qu'il a intégrées dans sa législation interne. Ça veut donc dire que le Cameroun doit se soumettre à ces conventions internationales. C'est la raison pour laquelle le professeur Kamto, le 23 octobre, a demandé, n'est-ce pas, que soit mise sur pied une commission internationale de recomptage. Je peux déjà vous révéler que vous savez peut-être déjà, comme la plupart de vos confrères, que la requête qui a été introduite auprès de l'Union africaine a été admise sur la forme et sur le fond de recomptage. Donc que la procédure, soit un peu patient, suivra son cours. Quand il est rentré d'Addis Abeba le lundi dernier sous les applaudissements, sous la houlette des populations venues massivement l'accueillir, comme vous le savez, vous avez vu les images, eh bien, je crois qu'il a rappelé qu'il aura une déclaration solennelle à faire à la presse. On attend toujours. Oui, ça viendra, ne soyez pas si pressés que ça. Donc il a fait une déclaration à la presse et aux militants du MRC. Et donc vous saurez le motif de son voyage à Addis Abeba. Donc pour l'heure, je pense que les choses sont claires. Il y a un président qui est proclamé vainqueur, un président légitime, en l'occurrence en la personne de M. Maurice Kamto. Donc le MRC, je rappelle, est un parti populaire et pas populiste. Le MRC est un parti populaire, pas populiste, mais nous restons dans la logique de ce qu'il existe sur l'échiquier international et national. Un vaste mouvement qui s'appelle le populisme et dans lequel on pourrait, même si vous n'aimez pas les mots qui se terminent par le isme, pourrait insérer le MRC. Alors, Bédi Mokwa, vous avez entendu cet exposé présenté par Célestin Diamène, qui est cadre au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais on reste quand même dans... sur notre fin, dans la logique ou dans la perspective où, on le sait, le MRC est dans une phase de contestation alors que Paul Biya, le président élu du Cameroun, a prêté serment et il est entré dans son nouveau septennat. Voilà, moi j'aurais dit à Célestin Diamène du MRC que être un mouvement populaire ne se proclame pas. Parce que je pense que si le MRC avait voulu être véritablement un mouvement populaire, on n'en serait pas là. Être un mouvement populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tient à porter, il a pour ambition de porter les aspirations du peuple. Je ne pense pas que c'est ce que nous avons observé lors des dernières élections. Et ce n'est pas nous, Manidem, qui avons été surpris, parce que ça, nous l'avons vu depuis à partir de comment se préparait la campagne électorale. Nous nous sommes demandé si les candidats à l'élection présidentielle avaient véritablement, au fond, pour ambition d'accéder à la présidentielle, si le but n'était justement pas ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est-à-dire se positionner comme leader de l'opposition et puis essayer d'engranger tout ce qu'on peut espérer comme dividende. C'est à ça que nous sommes maintenant. Et dit comme ça, moi je me dis, je ne sais pas quel espoir le MRC a encore devant lui avec ce qu'il est en train de faire, de planifier comme programme. Et quand j'entends parler de... Le plan de résistance? Non, bon, le plan de résistance, je sais que c'est ça le programme actuellement du MRC. Essayer de faire la résistance jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais quand j'entends évoquer ou invoquer l'international, parce que je sais pas ce que Célestin a dit tout à l'heure. Il a parlé de la requête qui a été introduite dans l'Union africaine, qui est recevable sur le fond et sur la forme. Sincèrement, j'ai envie de me demander si, au fond, le problème du président du MLC, c'est-à-dire en se portant à l'élection présidentielle, n'était justement pas de se positionner donc maintenant comme sur leader d'opposition et de commencer à évoquer ou invoquer la communauté internationale pour venir régler les problèmes. Donc ça, un parti qui se veut véritablement populaire ne peut pas avoir ça comme programme, c'est-à-dire d'évoquer à chaque instant la communauté internationale pour venir régler les problèmes du Cameroun. Moi, je dis, j'ai même envie de dire que ce que Célestin Diamène refuse comme populiste, c'est peut-être de ça qu'il s'agit, parce que certains points ou certains éléments du programme versent tout simplement dans le populisme. C'est-à-dire, bon, il a dit, le président est rentré d'Addis Abeba acclamé, je ne sais pas quoi, en quoi est-ce que ça fait, mais en quoi est-ce que ça va faire avancer les choses, qu'il soit rentré d'Addis Abeba. Bon, il y a été fait quoi, je ne sais pas, mais s'il est rentré d'Addis Abeba sous les acclamations, si ce n'est pas du populisme, bon, mais on aurait aimé vraiment voir avant les élections, après peut-être on aura le temps de revenir là-dessus, comme ce que le Manidem avait
penser et proposer à ces candidats. Alors, vous maîtres, on est dans cette logique-là. Le MRC s'est porté à Addis Abeba, notamment à la Commission, à l'Union africaine, pour revendiquer sa victoire que le MRC considère comme étant volée. Mais est-ce que l'approche initiée par le MRC aujourd'hui, qui jusque-là était restée un peu floue parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus, on nous dit aujourd'hui que cette requête est validée, a été acceptée sur le fond et sur la forme. Est-ce que le MRC ne se pourvoit pas un peu ou ne se pourvoit pas? Je dois commencer par peut-être faire une précision qui est nécessaire, me semble-t-il, pour nos téléspectateurs. D'abord, j'interviens en qualité d'avocat, mais je dois également préciser votre présentation. Elle peut être un peu biaisée, mais on va garder la casquette d'avocat. Voilà, j'interviens donc davantage comme avocat sur votre plateau. Et ça me permet de réagir au pif, carrément, pour vous indiquer qu'il y a une sorte d'attitude qu'on observe sur le champ politique camerounais. Je ne vais pas traiter cela de mauvaise foi, mais ça y ressemble quand même. Parce que voyez-vous, on ne peut pas avoir, dans un pays comme le Cameroun, ratifier autant d'instruments internationaux qui existent et ne pas vouloir qu'ils s'appliquent. C'est carrément vouloir une chose et son contraire. Je voudrais citer un seul texte. Il y en a plusieurs, mais je cite un seul texte parce que celui-là, il est beaucoup trop clair pour que la polémique que vous indiquez puisse vraiment avoir cours. Je cite simplement la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ce texte, curiosité des curiosités, est entré en vigueur au niveau de l'Afrique en février 2012. Et la curiosité tient de ce que c'est la ratification du 15e instrument par le Cameroun qui rend applicable la dite charte. Et la dite charte est précisément adoptée pour garantir désormais en Afrique, et ce depuis 2012, que les élections se déroulent de manière juste, libre, équitable et transparente. Elle ne s'est pas contentée de poser ce principe-là. Elle s'est attelée aussi à renforcer le dispositif répressif, en tout cas de sanctions, lorsqu'elle constate qu'un certain nombre d'opérations électorales ne se sont pas bien déroulées. Et donc vous pouvez donc pas faire le reproche à un acteur politique de la scène camerounaise d'user de ces voies de recours qui sont disponibles. D'ailleurs, elles sont conformes, ces voies de recours. Ce sont des voies de recours internationales. Tout à fait, mais qui sont disponibles, qui, internationales peut-être, sont conformes à la Constitution du Cameroun. Parce qu'il ne vous a pas échappé que l'article 45 de la Constitution dispose très clairement que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par le Cameroun ont valeur supralégale, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur supérieure même au code électoral. Vous ne pouvez donc pas, sachant tout cela, faire le reproche à un parti qu'on dit populiste et qu'on dit vouloir amener les gens sur le terrain peut-être insurrectionnel, d'utiliser les voies de droit. Je crois qu'il aurait été plus honnête de féliciter la voie légaliste qui est choisie. Donc on a vu dans des pays où, après une élection comme ça, ce sont plutôt les armes qui ont été privilégiées pour faire parler autre chose que la vérité des urnes. Si donc au Cameroun, des partis politiques responsables choisissent de saisir la voie judiciaire fut-elle internationale, je crois que c'est plutôt à féliciter. Maintenant, les suites possibles, peut-être que je dois m'exprimer là-dessus, sans être dans la stratégie, voyez-vous, de l'équipe qui conduit cette démarche-là au niveau international et en l'occurrence de l'Union africaine. Les suites logiques sont celles qui sont prévues par la CADEC. J'invoque deux articles en particulier. L'article 23, alinéa 4 de ce texte, qui est inscrit dans l'article 24, qui est inscrit dans le chapitre intitulé « Sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement ». Vous savez que la CADEC a créé une innovation particulière, c'est que elle considère en l'alinéa 4, pardon, de cet article 23 là, que le fait pour un gouvernement de refuser de remettre le pouvoir au candidat ou au parti vainqueur des élections libres et transparentes est considéré comme celui qui fait un coup d'État. Et la sanction du coup d'État est prévue à l'article 25 qui parle de suspension de l'État des instances de l'Union africaine. Permettez-moi de préciser, quand j'ai fini de dire ça, que je fais de l'analyse purement juridique. Je ne suis pas
en train de m'exprimer sur ce qui va se passer ou bien ce qui est souhaitable ou pas. Je dis seulement que voilà ce qui est prévu par le corpus juridique international de l'Union africaine et lequel corpus juridique international est parfaitement applicable dans le cas d'espèces. Donc, nous attendrons de voir ce qu'il en sera. Alors, je vais peut-être rester avec vous, maître, avant de donner la parole à Abedi Mokwa. Dans le cas où, on le sait, il y a eu des décisions rendues publiques par la CADEC et bien d'autres instances de l'Union africaine, mais qui n'ont pas eu cours dans les États qui ont été sanctionnés. Est-ce que cette décision, si jamais venait à être prise, pourrait être imposée au Cameroun, être applicable au Cameroun? Vous savez que le droit international est au confluent de la règle de droit, mais aussi de la diplomatie internationale et des relations internationales. Donc on est en plein cœur de la stratégie. Mais répondre à votre question m'invite simplement à convoquer les précédents. Il y a eu des précédents en Afrique en matière d'organisation des élections. Le plus récent, c'est le cas de la Gambie. Vous savez tous comment ça s'est passé en Gambie. En Gambie d'ailleurs, l'Union africaine a vu sa position entérinée par l'Organisation des Nations Unies qui, elle, est un peu plus brutale dans ses méthodes d'action. Mais dans le même cas, il n'y a jamais été en difficulté sur le plan national. Non, je crois qu'on n'a pas lu l'histoire de la même façon. Il y a eu une élection en Gambie. Le président en fonction, même s'il les avait reconnus avant, les a contestés par la suite. Adama Barrow a fait jouer les mécanismes de l'Union africaine qui ont confié la mission de régler diplomatiquement la question à la CEDEAO. Et la CEDEAO a choisi de veiller au respect de la vérité sortie des urnes. Et elle a demandé le soutien, y compris militaire, des États qui étaient disposés à le faire pour faire respecter la vérité des urnes, appuyé en cela par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi je dis donc que il est possible, nous sommes dans l'ordre des possibilités, oui. Il est possible que même après la prestation de serment, parce qu'encore une fois, jurisprudence gambienne, Yaya Jammeh n'avait pas prêté serment. En tout cas, il était obligé de prêter serment dans l'ambassade de Gambie au Sénégal, hors de Gambie. Vous voyez donc que ce n'est pas parce que... Adama Barrow, merci. Ce n'est donc pas parce qu'un certain nombre de choses ont été faites sur le plan interne que cela veut dire que la messe est dite. Je suis de ceux qui pensent que effectivement les mécanismes internationaux couplés aux instruments, cette fois-là diplomatiques de relations internationales, peuvent permettre de voir une certaine évolution différente de ce qu'on observe. Mais dis-moi quoi, est-ce qu'on peut comprendre cette, permettez-moi l'expression, messieurs sur le plateau et à la maison, cet entêtement du MRC? Je voulais d'abord répondre à Maître Diou. Oui, mais Maître Diou. Heureusement, il l'a reconnu lui-même, parce que moi j'allais dire que lui et moi étions en train d'évoluer à deux strates différentes, parce que heureusement il a reconnu qu'il intervenait comme juriste, et puis ce qu'il décrivait là c'était de la théorie juridique proprement dit. Mais moi j'étais sur le plan politique, je suis un militant politique, et je me dis quand je pense, ou bien quand j'analyse des choses, c'est sur le plan politique, et je me dis sur ce plan là le MRC et son président auraient eu mieux à faire que d'amener donc le débat maintenant sur ce plan là avec le succès qu'on peut espérer. Et ceci dit, j'espère que Maître est effectivement sur le plateau comme juriste. Comme juriste. Parce qu'il me semble l'avoir on va pas revenir sur cette terrain. Non, en quel cas je vous rappellerai comment est composé le panel. C'est-à-dire avec deux militants du MRC. Non, on va pas revenir. C'est vrai qu'on n'est pas antagoniste. Non, pas du tout. Non, du tout. On reste sur la question. On ne peut pas être trois invités avec deux invités du MRC. Ça pose problème. La question n'est pas là. La question est sur le fond de ce qu'il a dit par rapport à l'évolution du débat. Oui, j'ai dit sur le fond qu'il est resté sur le volet purement juridique. Voilà. Mais moi, j'analysais les positions du MRC sur un plan politique. On garde la casquette et on va rester sur ce débat-là. Maintenant, une question vous a été posée, la revendication reste celle du terrain et le MRC continue d'appuyer sur ce levier-là. Est-ce qu'on peut comprendre que le MRC reste sur ce levier malgré l'évolution qui a été observée sur le terrain? Le président a engagé son septennat. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'avec les chances qu'on a fait, mais moi je ne sais pas quelle chance. On est sur le plan juridique, donc on va parler de jurisprudence. Je ne sais pas, bon, il a évoqué plein d'articles, d'éléments de droit tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un résultat, une fois, en Afrique, passant par
par ce chemin-là. Voilà pourquoi je dis, Anne, bon, il faut toujours poser le problème sur le plan politique avant d'arriver à ces arguments juridiques-là, qui, à mon sens, n'ont aucune chance d'aboutissement. Voilà, je pense avoir répondu à ce que vous vouliez dire. Certaines jamais. D'abord, je voulais rappeler à mon très cher ami Bédimo que le droit est d'abord théorique. Hein? Il y a surtout la pratique. Donc forcément, l'argument qui consiste à dire que Maître Ndiéou a sorti de la théorie, ben, le droit est d'abord écrit, d'abord. Il faut rappeler le texte, et ensuite on pratique. Donc, je crois que tout le monde a connu M. Maurice Kamto, le président Kamto, son excellence Kamto comme un éminent juriste, et donc il connaît, il sait de quoi il parle. Quand il introduit, vous savez, il y a des ministres qu'on appelle excellence. Alors, vous imaginez un président légitime, on ne va pas l'appeler, on ne va pas bouder. C'est vous qui dites qu'il est légitime. Oui, il y a un président. Vous l'avez dit en début, vous avez dit qu'il y a un président proclamé vainqueur et un président légitime. Un président élu. Un président proclamé vainqueur. Non, élu. C'est ma position. Bon, ce que je veux dire, c'est ma position. Ce que je veux dire, c'est que, par ailleurs, on ne veut pas se positionner comme un parti leader de l'opposition. Nous sommes allés aux élections pour la gagner. Et on les a gagnés. Comprenez? Et c'est la raison pour laquelle Maurice Kamto a effectivement sorti le discours du 8 octobre, que vous savez très bien, où il a revendiqué sa victoire. Et d'ailleurs, on a vu les plaidoiries au niveau du Conseil constitutionnel, où M. Émile Sombé a été incapable de justifier comment il a pu produire 32 PV correspondant à 32 départements, dont quasiment 1 400 000 voix sans signature. Alors que l'article 69 du Code électoral parle de la certification des PV. Un PV, c'est comme un chèque. Un chèque qui n'est pas signé n'a aucune valeur. Il y a ce qu'on appelle en droit les moyens d'ordre public. C'est-à-dire qu'un juge, si vous lui apportez un document qui ne répond pas aux critères légaux, il ne peut pas le recevoir, sans même toucher le fond de l'affaire. Quand vous me ramenez un PV qui n'est pas signé, mais comment peut-on s'appuyer sur un PV qui n'a pas de signature? Est-ce que cela justifie les nombreuses revendications, notamment le deuxième plan de résistance que vous avez lancé sur le terrain? Vous abordez l'aspect politique, de politique pure. J'ai envie de vous rappeler que nous sommes dans une phase de résistance. Nous résistons à l'arbitraire, Frédéric Moutomé. Il n'est pas question aujourd'hui, et comme tu l'as rappelé d'ailleurs, le 19 novembre dernier, quand il disait que les gens nous poussent à aller aux élections législatives municipales. Oui, mais, sachez-le, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut donc dire que nous devons nous concentrer aujourd'hui sur la revendication de cette victoire. Parce que si on laisse le voleur venir impunément cambrioler, sans ni porter plainte, ni prendre des mesures de sécurité, eh bien, il refera la même chose la prochaine fois. Donc nous disons aujourd'hui que il y a effectivement, comme l'a rappelé M. Diou, les instruments légaux internationaux. Je rappelle qu'effectivement la valeur supranationale des textes régulièrement ratifiés, c'est que le cas des conventions comme la CADEC. Je rappelle par ailleurs, par exemple, que le droit au HADA, c'est un droit africain, peut-être que les gens l'ignorent, mais qui a valeur au Cameroun. Le droit des assurances est un droit africain qui a valeur au Cameroun. Donc il y a de nombreux... Voilà, que le Cameroun a régulièrement ratifié. C'est exactement comme la Constitution, si ce n'est mieux que la Constitution. Donc M. Kamto est un homme parfaitement légaliste, qui a suivi son bon droit, et cette requête qui a été introduite est une requête qui est conforme au droit. Ce n'est pas de la surenchère, ce n'est pas des lubies, ce n'est pas des caprices. C'est une question juridique d'abord. Parce que quand vos droits sont piétinés, le droit ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas, justement. Donc il faut se servir de droit. Si nous sommes un état de droit, eh bien on doit s'en servir. C'est ce qu'a fait le professeur Maurice Kamto. Donc moi je reviens pour dire qu'aujourd'hui, le MRC, si le principe de recomptage, parce que tout à l'heure, Mendiwo a dit que la loi entre en vigueur en 2012, a été ratifiée en 2012. Imaginez à l'instant que c'eût été ratifié avant 2012. Gbagbo serait encore président, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que Gbagbo l'a aussi revendiqué à l'époque le recomptage. Gbagbo serait encore président de la Côte d'Ivoire à l'heure où on en parle. Alors maintenant, le rôle de la CADEC, c'est quoi? C'est effectivement d'imposer à l'État, au président proclamé vainqueur, le recomptage. Et s'il refuse, eh bien, le Cameroun risque d'être suspendu de l'Union africaine pour un temps. Ce n'est qu'un risque. Oui, et l'instrument, effectivement, qu'il peut utiliser, c'est effectivement le recomptage. Maintenant, si le professeur Kamto, après l'établissement d'une commission internationale de recomptage, s'avère perdant, il va s'incliner. Là, il ne discutera pas les décisions de la commission internationale. Ça, c'est clair et net. Mais il faut qu'il y ait recomptage. Nous demandons que la vérité des urnes soit établie. M. Biya ne peut pas se mettre impunément sur des générations à voler
la victoire des Camerounais comme il a fait en 92. Alors aujourd'hui, nous disons que il y a un principe qui est majeur, c'est la présence de l'Union africaine. Il faut qu'elle prenne toute sa place. Et cette requête suit son cours. Et on attend, vous aurez peut-être des surprises très agréables pour certains et désagréables pour d'autres, sur la nouvelle que M. Kamto va annoncer. Alors, on attend de savoir quelle est la nouvelle que M. Kamto, président national du MRC, va annoncer dans les jours à venir. Maître, est-ce que la posture telle qu'elle est faite aujourd'hui par le MRC, si cette posture venait à ne pas prospérer, quel serait l'idéal pour le Cameroun, alors la posture même du MRC dans cet engrenage-là? Non, je ne vois pas, pardonnez-moi, je n'y vois pas un engrenage. Vous me posez la question là comme si vous considérez que celui qui a été victime d'une infraction est dans un engrenage s'il saisit les juridictions. Quand bien même nous savons qu'il peut saisir les juridictions d'instance. Celui qui a déclaré qu'il était le vainqueur de cette présidentielle sans véritablement attendre que l'organe ou l'arbitre des élections ne donne la quintessence même de ces résultats-là. Alors là, vous me permettez de toucher un autre point de droit qui me semble être important. Et ce point de droit-là concerne le processus électoral. Nous avons un processus électoral au Cameroun qui est organisé d'une manière assez curieuse. Vous avez le code électoral qui vous dit que, à l'article 113, le résultat est acquis. Je souligne le mot acquis. Le résultat acquis dans le bureau de vote est rendu public immédiatement. Acquis. C'est-à-dire que la loi a voulu attacher à la publication du résultat qui est fait dans le bureau de vote un caractère définitif. C'est conforme. Ce caractère, cette interprétation de l'article 113, c'est conforme non seulement à la Constitution, mais aussi à ces instruments internationaux que nous avons indiqués plus haut. La CADEC, par exemple, en son article 4, considère le droit de vote, le droit de s'exprimer dans le suffrage universel, comme un droit inaliénable des peuples. C'est-à-dire que pour le droit international et le droit constitutionnel camerounais, il n'y a rien qui peut remettre en cause la volonté sortie des urnes. Cela est consacré donc par l'article 113. Vous reprochez à un candidat, se fondant selon lui sur les résultats sortis des urnes, sur le fondement de l'article 113, d'avoir revendiqué sa victoire. Ça me pose un problème au moins de légitimité, sinon de légalité, parce que jusqu'ici, personne ne nous a jamais vraiment démontré ce qui interdisait cela. Vous pouvez peut-être le poursuivre pour publication de fausses nouvelles si vous estimez qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments probants pour attester de ce qu'il est effectivement le vainqueur le 8 octobre, mais vous ne pouvez pas simplement dire que c'est interdit de dire ce qu'il a dit. Rien ne l'interdisait à partir du moment où les résultats sont connus et acquis dans chaque bureau de vote. Ça, c'est le premier point sur la loi. Le deuxième point sur la loi, c'est que maintenant, c'est là où il y a ce que j'appelle une sorte de supercherie légale. C'est que un résultat qui est supposé être acquis et connu dans les bureaux de vote le jour du scrutin, 2 heures plus tard, vraiment en moyenne, après la clôture des opérations, après la fermeture des bureaux de vote, vous avez un délai anormalement long pour faire, j'appellerais cela, de la simple compilation. Mais vous avez un délai anormalement serré pour déposer vos recours. Le code électoral dit que les candidats ont 72 heures, tout juste, 3 jours, à partir de la clôture des opérations de vote pour déposer leur recours. Mais la commission départementale de supervision a un délai plus long. La commission nationale de recensement général de vote a un délai plus long. Ça veut dire que, permettez-moi de vous montrer en quoi c'est une incongruité. Ça veut dire que lorsque la commission nationale de recensement général de vote aura, entre guillemets, compilé les résultats sortis des urnes à travers les 52 PV ou rapport des commissions départementales, s'il y a des incohérences lors de la compilation, c'est-à-dire, parce que ça c'est ce qui est faisable dans l'intervalle. Ce qu'on ne voit pas quand on a les PV des bureaux de vote, c'est les bureaux de vote fictifs qui peuvent être ajoutés entre la commission départementale et la commission nationale. Mais vous, candidats, vous ne serez au courant de cela que lorsque le rapport de la commission nationale de recensement général de vote vous sera transmis. Et dans le cas du Cameroun, ce rapport-là a été disponible le samedi. Vous étiez forclos dès mercredi soir pour faire vos recours. Ça veut dire que même si vous constatez, avec preuve à l'appui, qu'il y a par exemple des bureaux de vote fictifs
dans le rapport de la Commission nationale de recensement général de vote qu'on va vous donner le samedi, vous ne pouvez plus soulever cette irrégularité-là devant le Conseil constitutionnel, qui au demeurant, au sens de l'article 132 du Code électoral, est chargé de veiller à la régularité du scrutin. Quand on analyse cette disposition, ça veut dire que même si les candidats et les partis politiques en course s'entendaient pour frauder, il revient quand même au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité. C'est ce qui est dit dans l'article 132. Donc, on ne peut pas tirer argument du fait que, par exemple, les candidats n'ont pas prouvé ci ou prouvé ça. Si le Conseil constitutionnel constate une irrégularité, elle doit la sanctionner. Et la sanction disponible comme outil juridique pour le Conseil constitutionnel, c'est soit l'annulation des opérations querellées, soit l'annulation de l'élection. Donc, vous voyez donc que le processus est conçu comme un tunnel sombre dans lequel les candidats rentrent le soir du vote et ne sortent qu'au bout de la proclamation par le Conseil constitutionnel sans pouvoir tousser sur quelques irrégularités qu'ils pourraient découvrir dans le parcours. Maintenant, lorsqu'un candidat utilise les couloirs qui lui sont autorisés par la loi pour éviter, pour au moins attirer l'attention, de l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui, selon lui, peut être un moyen de frauder, vous le lui reprochez. Non, moi je crois qu'on ne peut pas faire ce reproche-là, du point de vue en tout cas juridique et légal, au candidat Kamto. Maintenant, sorti de cet engrenage. Vous chutez là, s'il vous plaît. Bon, peut-être que j'ai été long et je m'en excuse. Alors, je préfère que vous fassiez un autre tour de table. Merci à vous. Et je reviendrai probablement sur la question. Forcément, le militant du Monidem ne partage pas ce point de vue, mais en même temps... Pas seulement ça. Et peut-être je devrais dire, vous allez additionner le temps de parole des deux. Et je vais rallonger. Les deux sont en train de parler. Mais non, attends, mais... Je vais rallonger votre temps de parole. On a compris, maintenant vous n'allez pas continuer à tirer. Mais sinon, durant toute l'émission, vous suivez vous-même comment l'émission est de se passer. Non seulement vous faites de très longs développements, mais vous êtes deux à le faire. Permettez à monsieur Bézi. Je n'en ai même pas besoin. Je n'ai pas besoin d'être aussi long que vous. Moi, je dirais ceci. Je suis sûr que les téléspectateurs qui nous suivent, peut-être tout le public, tout le peuple, est fatigué de ces longs développements juridiques. Je suis sûr, parce que moi-même aussi, je suis fatigué. Donc, 45 jours après les élections, on en soit encore là, des PV non signés, tous ces développements, je dis, je ne pense pas que ce soit ça. On n'en serait pas là si le candidat Kamto et le MRC avaient un tout petit peu respecté la volonté populaire. La volonté populaire, c'était quoi? C'était ce que l'Humanidem et bien d'autres leur demandaient. On s'est demandé quelle était la raison de cette pléthore de candidats. Nous avons essayé d'étudier les programmes. Nous n'avons rien vu de fondamentalement différent entre tous ces programmes-là, pour que nous en soyons à 8 ou 9 candidats contre Biya. C'est à partir de là qu'on chute. Ça ne sert à rien de venir faire ces longs développements juridiques maintenant qui ne serviront à rien. Et je le sais. Nous avons demandé, avant les élections, le Mandem a écrit à tous les candidats, et même à Paul Biya, sur la base d'une plateforme que nous avons rédigée, sur comment nous voyons... Sur 15 points, je pense bien. 15 points, bon, vous êtes bien renseignés. Personne ne nous a répondu. Ou je pense que le MLC nous a répondu, mais sur la forme. Pourquoi? Parce que nous étions en train de militer avec bien d'autres pour une candidature consensuelle. C'est elle qui aurait eu l'adhésion populaire. Si vous aviez eu cette adhésion populaire, vous seriez suivi maintenant. Mais là, moi, je ne sais pas, je vous trouve même prétentieux de penser que vous pouvez lancer des programmes, des plans d'action maintenant qui seront suivis par qui? Le peuple a senti que vous l'avez désavoué et vous n'avez pas suivi ce qu'il voulait. Vous voulez une candidature consensuelle. Il ne voulait pas de candidats qui voulaient venir se projeter comme des leaders de l'opposition, un peu comme vous êtes en train de le faire maintenant. Voilà, ceci dit, je trouve que tous ces développements juridiques rendus à ce jour-là ne servent à rien. Mais est-ce que la deuxième phase, qui a été initiée sur le terrain par le MRC, a la possibilité de recevoir l'adhésion des populations? Quand on sait que le professeur Maurice Kamto, en revenant d'Addis Abeba, a quand même été applaudi et accompagné par les militants du MRC ici à Douala. Mais tout le monde peut se faire accompagner. Je ne veux pas être insultant, mais juste que même si Samaroul avec sa montée peut se faire applaudir ou acclamer.
Bon, donc on se fait acclamer par ses militants, tout président de parti peut se faire acclamer par ses militants. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle adhésion populaire. Adhésion populaire, c'est voir que le peuple a effectivement suivi des mots d'ordre et que les choses sont en train de bouger sur le terrain. Voilà où moi je vois que on peut faire bouger les lignes. C'est sûr, l'adhésion populaire des mots d'ordre. Nous l'avons vu au Burkina et ailleurs. C'est à partir de là, j'y crois beaucoup plus qu'à des interventions de communautés internationales ou quoi que ce soit. Essayez de convaincre le peuple que vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous suive. Ce sera beaucoup plus efficace que tous les arguments, tous les développements qu'on est en train de faire en espérant que respecter des traités. Je ne sais pas où est-ce que ça a déjà eu lieu, ou quel succès cela a déjà eu un jour en Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la Côte d'Ivoire. Bon, Babou a demandé 1000 fois le contact, mais vous voyez que c'est la politique à la fin qui intervient. C'est la politique, ou le politique, je devrais dire, qui joue contre Babou à la fin. Donc ce ne sont plus des arguments juridiques ou bien la justesse de ces points de vue ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire maintenant. Alors, vous parlez d'adhésion populaire, mais de quelle adhésion populaire il s'agit, vous? Il ne vous a pas échappé que pendant la pré-campagne ou la campagne présidentielle, le MRC, à travers son candidat, le professeur Kanto, a drainé, y compris dans le septentrion, des foules. Il n'est pas le seul qui a drainé des foules. Il est le seul à avoir drainé autant de foules. On a vu les autres candidats drainer autant de foules. Vous avez vu quel candidat? Il y en avait 8 de l'opposition. Il y en avait 8. C'est le seul des 8 qui a drainé autant de foules. Preuve à l'appui, il y a des vidéos, il y a des images, il y a tout. C'est le seul candidat à avoir drainé autant de foules. Alors, je voyais un peu l'ironie de M. Bédimo tout à l'heure quand il parlait du retour du professeur Kanto à Douala. Mais je peux vous assurer, il faut être totalement de mauvaise foi pour penser qu'il n'y avait que des militants du MRC ce jour-là. Grand Moulin était envahi. Il a fallu qu'un colonel de la gendarmerie descende pour diriger la circulation. Inédit au Cameroun. Donc ces foules n'étaient pas constitués que des militants ou sympathisants du MRC. Il y avait de nombreux Camerounais. Dites-moi un leader aujourd'hui, en 2018, qui est capable de le faire. Dites-moi, citez-moi un seul. Donc, il faut être factuel dans ce qu'on dit. Je veux bien qu'on reste sur les hauteurs, un peu sur d'étranges nuages, mais soyons un peu de temps en temps revenant sur terre. Disons les faits tels qu'ils sont. Donc, aujourd'hui, je suis en train de dire que la revendication du procès Kanto est parfaitement légitime et surtout légaliste, s'inscrit dans le droit que le Cameroun a choisi d'intégrer dans son architecture législative interne. Donc, c'est exactement comme si on faisait recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que jamais je ne suis entré au MRC parce que je pensais qu'on voulait se positionner comme un parti leader de l'opposition. Mais est-ce que sur le fait que vous n'êtes pas devenu le leader de l'opposition? Nous avons introduit une requête, encore une fois, nous avons gagné l'élection présidentielle. Maintenant, si vous considérez les résultats préfabriqués par le système BIA, évidemment, on donne 14%. Donc, ça veut dire que quand on regarde le second, 6%, le troisième, 3,36%, évidemment, on serait les leaders de l'opposition. Ce n'est pas notre logiciel. Notre logiciel, c'est de faire renaître le Cameroun. Notre logiciel, c'est de changer le Cameroun. Voilà nos logiciels. On n'est pas dans une approche de vouloir nous positionner, comme le faisait un certain parti à l'époque, d'être le premier parti d'opposition. Non, nous sommes dans une phase de transformation de la société camerounaise. Et je peux vous assurer que beaucoup de Camerounais témoignent que durant toute cette campagne, ça a été un moment d'éclairage pour eux, sauf les plus entêtés, les plus téméraires, qui ne veulent pas voir la vérité, qui veulent changer, dire que ce qui est blanc est noir. Non, je crois qu'aujourd'hui, pour ces Kanto, jusqu'à ce jour, en attendant les dénouements de la requête qu'il a introduite, a marqué les esprits pendant cette période de campagne. Donc, il a proposé un projet de société qui était axé sur un triptyque, d'abord sur la jeunesse, sur la recherche et sur l'innovation. Tout le monde l'a lu, tout le monde l'a vu. Donc, dites-moi un peu, il a fait de nombreuses campagnes partout. J'ai eu le privilège d'être dans certaines de ces caravanes. Pour ce Kanto a été extrêmement méthodique et scientifique dans ses propositions.
Alors les autres, j'ai vu un candidat qui s'estimait être envoyé par Dieu, qui passait, comment dirais-je, sur les tribunes à dire que non, 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 vous allez voir, comment on va changer. Il n'avait pas de programme du tout. Je peux en citer d'autres comme ça. Donc en vérité, la question, c'est des arguments contre-arguments. On ne peut pas faire autant de débauche d'énergie, avoir conquis le cœur et avoir reçu autant de suffrages pour se voir voler impunément sa victoire. Ça ne marche pas. C'est vous qui dites que la victoire a été volée. Mais, je reviens à M. Bédimoko avant d'aller voir l'avocat. Est-ce que le MRC n'avait-il pas un plan caché et qu'il essaie aujourd'hui de développer et de mettre sur le terrain? Ben, je laisse peut-être Saint-Yamé répondre, mais moi j'ai dit tout à l'heure que nous avons eu l'impression, c'est peut-être ça le plan caché, nous avons eu l'impression que les leaders sont allés se présenter à l'élection présidentielle, pas pour la gagner, mais pour être des leaders de l'opposition et exploiter la situation comme on est en train de le voir là maintenant. Je veux revenir un peu encore sur ce que Saint-Yamé a dit. Quand il parle de programme politique du MRC. C'est facile que je parle du Mali, programme politique du MRC. Moi je dis, voilà encore où on a péché. Parce que, vous savez, vous êtes un parti jeune, mais le premier travail, c'est effectivement la politisation des masses. Dans le bon sens du terme, c'est vrai que maintenant, quand on dit politique, quand on dit politiser les masses, on a l'impression que certains ont voulu prendre le sens péjoratif du mot. Non. C'est-à-dire, politisation des masses, l'éducation des masses, fait comprendre les masses. Fait comprendre, conscientiser est plus faible que politiser. Politiser, c'est-à-dire faire comprendre aux masses, au peuple, les véritables enjeux, quelle est leur condition et qu'est-ce qu'on veut faire de ces peuples. Ce n'est pas ce que nous avons beaucoup observé pendant cette campagne présidentielle. Plutôt, ça et ça, on l'a très bien copié en face, c'est-à-dire la caporalisation des masses sur des bases tribales, sur des bases de ceci, cela, parce que on entend que bon, ce département n'a pas eu, et nous, cette ethnie, nous devons aussi avoir un président ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est très grave. Et il faut commencer par là. Ça, c'est ce que nous, on a toujours fait, nous, les militants d'obédience supplétive, c'est-à-dire faire d'abord comprendre aux masses, aux populations, quels sont les enjeux et quelle est la vision de son sort qu'on doit avoir pour pouvoir au moins porter quelqu'un à la tête de l'État. Et puis quelqu'un qu'on porte à la tête de l'État, il doit porter les aspirations, je l'ai dit tout à l'heure, les aspirations donc des populations. On ne porte pas quelqu'un à la tête de l'État parce qu'il est de son village ou bien parce que je ne sais quoi que ce soit. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas vu quelque chose de fondamental dans les programmes, nous l'avons dénoncé. Bon, peut-être il serait long de commencer à attaquer les programmes maintenant et ce que nous devons voir. Mais j'espère qu'avant la fin de l'émission, on aura le temps d'en parler. Il resterait pratiquement 9 minutes sur ce sujet du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Que peut-il véritablement faire sur le terrain ou que veut le MRC concrètement dans cette logique du climat post-électoral au Cameroun? On le sait, la présidentielle s'est tenue le 7 octobre 2018 dernier. La proclamation des résultats a été faite et on le sait, Paul Biya est élu avec un peu plus de 71% des suffrages valablement exprimés sur le terrain. Pourtant, le MRC considère que sa victoire lui a été volée par les instances en charge des élections au Cameroun, mais la querelle reste toujours autour de ces revendications qui se multiplient. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, maître, on reste sur les faits de droit? Aujourd'hui, près de 300 demandes de manifestations publiques ont été diligentées à travers le pays pour ce qui est du MRC. Seule la ville de Bouda, si les informations de la position sont très exactes, seule la ville de Bouda a donné une autorisation formelle de manifestation pour ce qui est du MRC. Mais alors, pour les autres manifestations, si elles sont interdites, si elles sont refusées, que doit faire le MRC? Bien, vous me posez une question politique à laquelle vous voulez que je vous donne une réponse juridique. Et avant d'y répondre, vous me permettrez de ne pas me départir de ma posture de citoyen. Et un citoyen observe, un citoyen a un avis. L'avis que je voudrais donner, c'est que, voyez-vous, on reproche souvent aux acteurs politiques de ne surgir qu'à la veille des échéances électorales. Ça aussi, c'est une vérité de fait. Mais aujourd'hui, on reproche à un parti politique de rester présent sur la scène politique. C'est ça qui est curieux. On reproche, me semble-t-il,
au MRC de n'avoir pas remballé ses effets après la présidentielle et d'aller se reposer comme les autres semble-t-il le font. Ce qui aurait dû, au contraire, susciter un certain intérêt. Le Mandem est toujours sur le terrain malgré qu'il soit pas. Ah, merci de le dire. Et moi, j'ai voulu lui répondre que... Non, oui, mais comme ça, nous serons au moins deux contre deux. On l'a observé. Et moi, j'ai voulu... Il fallait l'annoncer. Permettez à Maître d'aller au bout. pas fini, d'accord. Oui, mais Je peux continuer. oui, allez-y. La deuxième observation que je fais, c'est que la politisation veut dire, d'une part, conscientiser et d'autre part, amener les gens à se lever pour défendre ce qu'ils auront compris. Bien. Vous me posez la question sur les manifestations publiques. Je suis heureux que vous posiez cette question après qu'on ait parlé sur ce plateau de conscientisation. Voyez-vous, tout à l'heure on m'a accusé de faire des développements juridiques, mais c'est ça qui empêche aux Camerounais d'être politisés. C'est qu'on bâillonne la vérité. Je n'ai pas la prétention de dire sur ce plateau que je dis ou je représente la vérité, mais souffrez au moins que je sois venu ici avec la casquette du juriste, de l'avocat. Et donc souffrez que je vous dise ce que la loi prévoit. La loi prévoit qu'au Cameroun, on a la liberté de manifester. La loi prévoit qu'on a la liberté de s'exprimer. Et donc ce n'est pas valable que pour le MRC. C'est valable pour vous, monsieur Moutomé. Vous êtes journaliste. C'est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes des citoyens. Nous avons donc le droit d'avoir une opinion. Et les uns et les autres ont le devoir de respecter l'opinion d'autrui. Alors, plus de 300 demandes ou déclarations de manifestation publique sont déposées par un citoyen administré. Parce que, au-delà de tout, le MRC reste un administré. Le MRC reste un administré. Si vous et moi nous constatons que sur les 300, il n'y a que quelques-unes des déclarations qui sont finalement autorisées, il faut bien qu'on se dise la vérité. La vérité est qu'il y a comme une volonté d'interdire systématiquement l'expression, la libre expression de certains. Mais c'est pas aussi pour dire que le MRC en fait un peu trop et demande trop sur... Qu'ils en fassent trop ou qu'ils n'en fassent pas trop, je ne crois pas que l'ordre public soit reconnu à l'administration pour interdire. Vous savez, la liberté d'expression veut dire qu'on a le droit de dire des bêtises. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est troubler l'ordre public. C'est de ça qu'il est question. Sauf qu'au Cameroun, la notion d'ordre public, et cela, curieusement, la légalité formelle l'a consacrée, est une notion tellement large que le pouvoir gouvernant peut mettre dedans exactement ce qu'il veut. Et donc, c'est un outil de bâillonnement. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire cette fois-ci en tant qu'avocat, parce que ce n'est pas valable que pour le MRC. C'est valable pour beaucoup d'autres pans de la société. En matière pénale, on qualifie ce qu'on veut juste pour priver les gens de leur liberté. Et vous dites aux gens, vous ne pouvez pas dénoncer. Posez-vous la question, quand les gens font des marches pour dénoncer le cancer du sein, est-ce qu'ils font des déclarations pour ça? Non. On suppose que ce n'est pas de nature à politiser les masses. Donc on suppose que c'est pas nécessaire. Mais si on... Vous savez, si on dit aux gens, levez-vous pour défendre votre droit de vote. À ce moment-là, on est encore dans les droits civiques. Martin Luther King et les défenseurs des droits civiques, c'était d'abord un point de droit. Certains n'avaient pas le droit de voter alors que constitutionnellement cela leur était reconnu. Merci. Alors, est-ce que le MRC est dans une logique d'exister pour exister malgré la clôture du processus électoral pour ce qui est de la présidentielle, en attendant peut-être les législatives et les municipales qui arrivent? Voilà, je voulais effectivement répondre sur ce que Maître a dit tout à l'heure. Je ne reprends pas ces thèmes exactement, mais il a dit quelque chose dans le genre, un parti politique n'existe pas seulement le temps d'une élection. Et il a l'impression que le reproche qu'on fait au MRC maintenant, c'est justement d'être présent sur la scène. Oui, sur la scène, même après les élections. Mais moi, rester présent sur la scène même au-delà des élections. Mais moi, je dirais que être assez, pour moi, oui, pour nous, au Manidem, être présent de la mauvaise manière. C'est-à-dire être présent pour un parti politique, c'est être près des aspirations populaires. Je ne dirai jamais assez. Vous avez le monopole des aspirations populaires. Ce serait mieux et la souveraineté et plus de utile jugement. Et plus rentable pour le pays que d'être sur scène en écrivant aux institutions internationales auxquelles nous n'attendons rien. Et nous n'avons jamais rien entendu. Quand nous sommes sur le plateau, maintenant nous sommes deux partis de l'opposition. Hein. Le Mandem, à ce que je sache, c'est un parti de l'opposition, tout comme le MLC. Mais on a l'impression qu'on est en train
d'avoir un débat contradictoire. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous, au Mindem, nous reprochons justement au MRC, son candidat et tous ceux qui ont été aux dernières élections présidentielles de nous avoir fait rater le coche, de nous avoir fait rater une occasion, c'est-à-dire de n'avoir pas transformé cette aspiration populaire à renverser le système néocolonial Biya, n'avoir pas profité de cela. Et de quelle manière? C'est-à-dire en faisant cavalier seul pour cette élection. Voici le principal reproche que nous faisons, malgré les tentatives du Mindem et beaucoup d'autres personnes, à ce qu'il y ait une candidature consensuelle. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils savent ce qui s'est passé en 92. Le SDF est resté péroré, qu'il faut dire aussi que c'est lui qui avait gagné les élections. Non, on a eu les résultats que nous avons eu en 92 parce qu'il s'agissait d'une candidature consensuelle. Et c'est ce que nous nous sommes évertués à faire comprendre à ces candidats-là. Voilà, rendu à cela, aujourd'hui à cela, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé un seul instant qu'en faisant cavalier seul, ils seraient arrivés. Bon, c'est vous qui parlez de ces résultats, mais nous, on ne pense pas que ce soit les résultats que vous avancez, que ce soit les véritables résultats, parce que nous ne pensons pas que, partis comme nous étions partis, nous de l'opposition, bon, à ces élections, nous aurions une chance de vaincre et de renverser le système Biya. On serait arrivé à ce que nous vivons là actuellement. C'est Benjamin, vous voulez exister à tout prix sur le terrain. Préparez-vous de façon sereine mais méthodique les législatives et les municipales annoncées pour 2019. Je crois que ça ne nous a pas échappé que nous existons. Nous ne voulons pas exister. Nous existons depuis 2012. Et je voulais revenir un instant sur ce qu'a dit notre cher ami Belimo pour dire que j'ai cru lire quelque part qu'il y avait deux Mindem, deux tendances. Je l'ai lu quelque part. Maintenant, il faut que la situation soit clarifiée. Par ailleurs, je considère que aujourd'hui, certains opposants ne tirent plus sur le régime, qui sont censés, entre guillemets, combattre. Donc il y a dans un troisième couloir, une troisième colonne, comme on dit, qui a été créée, c'est l'opposition à l'opposition. Je m'en réjouis, bienvenue au club. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, jusqu'à date, à savoir le 22 octobre dernier, un parti d'opposition, et à travers notre candidat, nous avons gagné ces élections. Maintenant, ceux qui s'estiment de l'opposition, et je m'interroge beaucoup, et qui passent le clair de leur temps à tirer sur des partis qui ne sont pas dans la majorité présidentielle, je m'interroge. Donc il faut que leur position soit très clarifiée. Si c'est la mission, la nouvelle mission qu'ils ont reçue, qu'ils le disent très clairement. Et donc nous prendrons nos dispositions. Ce que je veux dire, c'est que nous allons aller évidemment aux législatives et aux municipales, c'est clair. M. Kanto l'a rappelé le 19 novembre dernier à Daïdo. Maintenant, il faut simplement, comme il a également rappelé, comprendre que les mêmes causes peuvent conduire aux mêmes effets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous participons à une compétition électorale, nous entendons que sur la base d'ailleurs des conventions que le Cameroun a signées, c'est-à-dire sur la transparence, sur l'équité et sur la justesse des élections, que les règles soient respectées pour tout le monde. Il se trouve que non, puisque aujourd'hui, d'ailleurs vous avez vu les plaidoiries du 16 et 17 octobre, le président Kanto d'emblée a récusé la composition du Conseil constitutionnel, vous l'avez entendu. C'était pas le lieu. Non, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu. C'était une parenthèse, je la referme. Je referme. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Je suis en train de dire que aujourd'hui, on n'a pas besoin de donneurs de leçons pour préparer nos élections. On les a toujours préparées à notre rythme, avec notre stratégie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de divertir les Camerounais. Nous sommes sur le plan national de résistance. Vous savez très bien, Fred Moutomé, ce que nous revendiquons. Vous savez très bien la procédure qu'on a engagée. Et donc, elles iront à leur terme. C'est clair et net. Donc, on ne va pas se laisser manipuler par la diversion, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, nous avons un projet de société. Ça a été dit pendant la campagne. Maintenant, il s'agit simplement de dire aux Camerounais que la justice leur sera rendue. Elle sera rendue. Parce qu'on a engagé des requêtes au niveau de l'instance africaine. Merci beaucoup. Rapidement, parce qu'il y a pas mal de SMS que nous avons reçus, que nous allons essayer de lire tout de suite. Je dois répondre aux bases attaques de Célestin Ndiaye. Oui, parce que là, il a attaqué en dessous de la ceinture. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à court d'arguments, il a trouvé de tirer sur Mindem en parlant de deux Mindem ou quoi que ce soit. Je suis informé quand même. C'est la plus mauvaise des manières. Parce que je pense que il n'y a pas de Mindem à l'AT. J'en prends acte. Le Mindem a tenu un congrès en juin.
il a écrit à l'AT a pris note. Et non, je suis oublié de dire très rapidement. Et puis, à l'issue de ce congrès, le MANEM a exclu des membres, dont l'ancien président du MANEM, Dieudonné Yebga. Le MRC peut-être à court de soutien. C'est le rôle du MINAD d'exclure les candidats des partis. C'est le MANEM qui a exclu des militants et a écrit à l'AT pour donner la nouvelle composition du bureau. Le MRC à court de soutien, c'est attribuer le soutien de cet individu. Non, on va pas rentrer dans cette querelle. On va pas rentrer dans cette querelle. On va rester. Vous permettez simplement qu'on prenne les SMS. Alors bonsoir, je suis monsieur. Vous savez ce que celui qui vous a soutenu dit de vous, MRC actuellement. J'espère que vous avez ces écrits. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs de ne pas nous appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoyez-nous simplement votre SMS. N'appelez pas à ce numéro. Bonsoir, je suis monsieur Tad de PK8, s'il vous plaît. Il est question d'accepter l'évolution de la société et reconnaître que le MRC tout petit est devenu plus fort aujourd'hui. C'est M. Tade qui a envoyé ce SMS. Alors, lorsque le Manidem tire sur le MRC, c'est grave. Le Manidem ne représente rien sur l'échiquier politique national, mais curieusement parle au nom du peuple. C'est ridicule. C'est M. Kombou qui envoie ce SMS également. Un autre SMS, malheureusement, il n'est pas complet. On ne va pas le lire, ce SMS. N'appelez pas ce numéro, s'il vous plaît. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous ferons le reste. Bonsoir, le panel. Je ne pense pas que Monsieur Bézimo pèse ses mots. Il n'est pas un opposant. Il roule pour le parti au pouvoir. C'est Monsieur King qui nous envoie ce SMS. Bonsoir. Alors, n'appelez pas ce numéro, s'il vous plaît. Le peuple compte sur l'ensemble de l'opposition et davantage ou moins sur ceux qui flirtent avec le RDPC, et ceux-là doivent être extirpés des rangs de l'opposition camerounaise. C'est M. Amédé qui nous a écrit ce SMS de la ville de Douala. M. N'Djamène, si vous me sortez les procès-verbaux qui garantissent la victoire de votre candidat, je vous attribue la victoire. C'est M. Guy Bomo qui nous a envoyé ce SMS, un autre SMS également. Bonsoir. Il ne me souvient pas avoir entendu quelques messages, que ce soit sur les ethnies pendant le meeting du MRC et pendant le programme du MRC. M. Bézimo, qui parle de courses en dessous de la ceinture, ne respecte pas non plus les autres en face. Moi, je ne suis pas pro Camto, mais laissons un peu l'esprit de contradiction et soutenons plutôt le soutenable. Le MRC a prouvé et on a vu, sincèrement, donnant la possibilité de pouvoir être au devant de la scène. C'est monsieur ou c'est Miafo Gires qui a envoyé ce SMS. Alors, lorsque vous appelez, vous nous empêchez de pouvoir lire les SMS qui arrivent sur notre contrôle. Salut à vous les panélistes. Demandez à M. Bédimo si le MRC a vraiment gagné les élections. Par contre, c'est à M. Célestin N'Djamène qu'il faut poser la question, pas à M. Bédimo. Est-ce que le MRC a véritablement gagné les élections? C'est encore à prouver. C'est la question de ce téléspectateur. Que M. N'Djamène cesse de jaser sur les réseaux sociaux, mais que davantage, il rentre sur le terrain pour essayer de convaincre les Camerounais et les militants du MRC à voter pour les municipales. La récréation est terminée. L'heure est aujourd'hui à la préparation des législatives, que le MRC fasse ce qu'il a à faire. Alors, un autre SMS qui est arrivé à notre contrôle. Bonsoir sur le plateau. Merci pour le débat, mais davantage, demandez à M. N'Djamène de rester le plus concret possible, d'éviter des analyses qui ne nous apportent rien. Camto dit qu'il a gagné avec 39% des voix. Eric King lui dit qu'ils ont gagné avec 52% de voix. Nous voulons avancer. S'il vous plaît, monsieur du MRC, laissez les Camerounais avec votre bêtise. C'est monsieur Poela Fotso Michel qui nous a envoyé ce SMS. Alors, un autre SMS. Est-ce que M. Garga Manadi est de l'opposition? Je ne sais pas si c'est la problématique ce soir, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Bonsoir à vous sur le plateau.
les leaders de l'opposition ne sont pas sérieux au Cameroun. Davantage, leurs propos ne nous rassurent pas. C'est un Camerounais qui a envoyé également sur SMS, un SMS qui nous vient de l'étranger. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour vos différentes contributions, mais les recours devant la Cour constitutionnelle et les débats sur la scène internationale, davantage eux, ne serviront à rien. Restons camerounais, davantage plaidons pour l'émergence de notre Cameroun et demandons à corps et à cri la mise en place d'un processus électoral consensuel pour davantage garantir la transparence des élections. C'est un message qui nous vient de l'étranger. Nous ne pourrons pas malheureusement lire la suite des SMS sur ce plateau. On va peut-être ouvrir, si vous le permettez, le deuxième sujet qui porte sur le SDF. Je suis très embêté parce que... Je vais rajouter un mot pour dire que quand les téléspectateurs écrivent pour dire que Paul Riquinguet a dit que le président Kamto avait gagné à 51%, certes, il avait une fonction très importante, directeur de campagne. Oui, mais on va dire que dans cette querelle. Non, c'est pas une querelle, c'est justement pour dire que Kamto a donné le candidat officiel du MRC, donné ses résultats, on s'en tient à cela. D'accord. Donc, on ne va pas rentrer dans la querelle de qui a donné, qui vainqueur et qui n'est pas vainqueur de cette élection présidentielle. Alors, on va poursuivre avec le débat sur le SDF. Le SDF a annoncé il y a quelques jours à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse tenue par son secrétaire général, l'honorable Jean Tsoumelou, une annonce quand même majeure qui parle de la renaissance de ce parti politique. Je sais que vous êtes un ancien transfuge du SDF. Mais est-ce qu'on est en face d'un discours qui peut être porteur? Moi, je n'ai pas coutume de tirer sur les ambulances. J'ai beaucoup d'affection pour ce parti qui, qu'on le veuille ou non, a marqué l'histoire du Cameroun. Mais il fait désormais partie de l'histoire. Il ne fait plus l'histoire. Comme le PC? Comme le PC, si vous voulez, ne me prenez pas vos mots. Mais ce qui est certain, c'est que quand on analyse le champ politique camerounais, jamais un parti politique descendu en dessous de 5% ne s'est relevé. Je vais citer la DIC de Gustave Essaka, vous vous rappelez. Je vais citer l'UPC, d'ailleurs la vraie UPC de l'époque, a chuté. Je vais citer la NDP qui est maintenant au gouvernement, je vais citer l'UNDP, je vais citer le MDR, je vais citer plein de partis qui étaient en dessous de 5%. Jamais ils ne se sont relevés. Je ne veux pas conclure de manière brutale pour le SDF, mais ce qui est sûr, c'est que je suis assez étonné qu'un secrétaire général, qui n'était pas candidat officiel de son parti, vienne demander pardon du fait du score chaotique, qui était d'ailleurs prévisible, je l'avais annoncé avant, durant le parti. Donc, quand on prend une percute, on se relève, on essaie de lutter. Bon, je ne comprends pas cet aveu d'impuissant, on n'a pas besoin de l'exposer à la face du monde. Donc, je crois qu'il y a, n'est-ce pas, comme une espèce d'ivresse permanente qui accompagne les obsèques du SDF. Il faut respecter ce parti, c'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, il devrait davantage s'occuper à redynamiser, s'il le souhaite, n'est-ce pas, moralement, leurs militants, de manière, tout à l'heure on parlait de conscientisation, peut-être ce qui le manque en ce moment, mais dans tous les cas de figure, on n'a jamais vu, mémoire d'homme, un parti aller demander pardon pour le score. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes battus, vous êtes laminés, eh bien, on repart au charbon, éventuellement. Non, on ne demande pas pardon. Vous n'avez commis aucune faute, vous avez été laminé. Donc, moi, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut respecter tous les anciens partis, l'UPC, qui est un parti très marquant en Afrique, je précise, le SDF aussi en Afrique. Je rappelle que M. Gbagbo est venu ici au Cameroun pour rencontrer John Fournier. Donc c'était même l'exemple de, on va dire, le modèle de M. Gbagbo. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire. Le MRC est là. Le MRC fait revivre, redonne goût aux Camerounais pour la chose politique. Il faut s'en réjouir. Alors, M. Bédimo, le SDF veut revenir, veut renaître de ses cendres. Célestin Djamé estime qu'il ne faut pas demander pardon. Pourtant, on a vu sur la scène internationale en France des candidats, après avoir été battus, reconnaître leur défaite et l'assumer pleinement. Est-ce que ce n'est pas la posture du SDF aujourd'hui qui, au-delà de demander pardon à ses militants, se met dans la prospective même
d'envisager le lendemain. Voilà, avant de vous répondre, permettez-moi de relever que Célestin Diamé, il vient d'être pris à son propre piège. Voici Célestin Diamé en train d'attaquer le SDF, donc il est en train de rouler pour le pouvoir. Affection. Non, non, pas du tout. Non, vous m'avez mal écouté. Fred Mouton, je veux rappeler ce que j'ai dit. Non, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai beaucoup d'affection. Il ne peut donc pas déformer. Vous l'avez dit, on l'a bien entendu. Toi, tu as le droit de déformer ce que... Non, je n'ai pas déformé. Allez-y. On va dire ce que j'ai dit. Maintenant, c'est vrai, le SDF n'a pas de candidat sur le plateau, mais ça ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous pensons des partis de l'opposition, surtout ceux qui ont été à la dernière élection présidentielle. Quand je suis la dernière sortie du secrétaire général du SDF, je vois justement un problème de personnes. Ça, c'est la lecture que moi je fais. C'est-à-dire, le SDF a porté quelqu'un à la dernière élection présidentielle. Il n'avait sûrement pas, parce que visiblement, il n'avait pas l'assentiment ou le soutien des autres militants du SDF qui ont essayé de lui régler son compte. Parce que, dites-moi, quand on dit il faut qu'on revienne aux fondamentaux du parti 82, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un nous a entraîné dans un chemin caouteux, et puis il faut qu'on balaie. Même les excuses publiques relèvent de cela. Les excuses publiques relèvent de que nous avons porté quelqu'un à la tête de l'État, voici ce qu'il a fait du parti, voilà, nous nous en excusons. Nous revenons aux fondamentaux de 92. On reste toujours au problème de personnes. Les problèmes ne sont pas différents, c'est-à-dire, dès lors que nous parlons des partis qui ont été aux dernières élections, qui ont porté le candidat aux dernières élections présidentielles, nous revenons sur la même chose. Ça me permet donc peut-être de clarifier ma position et celle du MADEM, qui n'est pas d'attaquer de manière vile des partis de l'opposition, mais nous ne pouvons ne pas condamner ce que nous estimons comme une opportunité que ces partis nous ont fait rater avec la dernière élection présidentielle. Est-ce que le SDF qui annonce sa renaissance n'est pas un peu resté dans la théorie des films de 1990-92? À cette époque, on était dans les années de Brest, les villes mortes étaient pressantes, on était dans une logique où on rentrait ou on revenait dans la démocratie. Aujourd'hui, on l'a de façon concrète. Si je serais heureux si, quand il parle de revenir au fondamental de 92, c'est qu'ils comprennent que cette fois-ci, ils ont fait une erreur à ne pas aller vers une candidature consensuelle, parce que j'espère qu'ils n'ont pas perdu de vue que la candidature de John Fundi en 1992 était une candidature de l'Union pour le changement. C'était une candidature consensuelle. Pour ceux qui connaissent l'histoire, cette candidature a été désignée à l'actuelle permanence du Manidem ici au Carrefour Tifabonadi. Bon, à cette époque, c'était ceux qui sont les dirigeants du Manidem actuellement étaient des cadres de l'UPC. Ça se passait dans le cadre de l'UPC et dans le cadre de l'Union pour le changement. C'est cette candidature portée donc par l'adhésion populaire qui a donné les scores que nous avons. C'est pour ça que nous condamnons l'aventure à laquelle nous sommes allés en espérant en solo battre et renverser le système néocolonial du BIA. Voilà la position du Manidem. Bon, si c'est ça fait le jeu du pouvoir, j'espère que le public comprendra et appréciera. Alors, Maître Djiro, le SDF est donc dans cette mouvance. Il faut rester sur la scène politique, sinon on risque d'être oublié. Bien entendu, chaque parti a le droit de sa politique. Moi, je ne vais pas me livrer à cet exercice-là de me réjouir des convenus d'un parti politique qui a quand même le mérite, voyez-vous, d'avoir porté le brassard de l'opposition au Cameroun du 26 ans durant. Je dois simplement faire observer que la scène politique est dynamique. Il a été au Cameroun un mouvement qu'on appelait l'UPC. Il n'y en avait pas deux avant les indépendances, il n'y en avait pas deux. Et jusqu'à la fin tragique des derniers leaders de l'UPC dans les années 71, l'UPC était le parti qui, au Cameroun, tenait la dragée haute au système UNC en face.
Malgré d'ailleurs la disparition de ces leaders-là, on a vu des résistants, et je suis heureux que le terme revienne à la mode, on a vu des résistants qui même en clandestinité ont gardé vivace la flamme de l'âme immortelle du peuple camerounais. Et en 92, avec d'autres évidemment, le SDF avait repris le flambeau, dans un autre contexte évidemment, mais avait repris quand même le flambeau pour porter haut la voix de l'antisystème de la contestation. C'est ce qui a eu un certain succès, il faut le reconnaître aussi dans les années 92. Mais nous avons été obligés d'observer que, et là, je ne mets pas mon curseur en 2018, moi je mets mon curseur justement en 92. J'observe que de 92 justement à 2018, la courbe est restée descendante. Elle est 97, d'abord il y a eu le boycott, mais 2004, il y a eu un score inférieur à celui de 92. 2011, pareil, un score inférieur à celui de 2004. Et nous sommes en 2018 à un score proche, en tout cas en deçà de 5%. Donc, moi je crois que cela est conforme à la dynamique qu'on observe en politique. Et donc, la solution qu'on peut envisager si on était du côté du SDF, ce serait peut-être de penser à se renouveler. Et je voudrais sourire. D'ailleurs, dans le plan d'action initié par le SDF, il compte miser sur la jeunesse. Peut-être, moi je dis, de nouvelles figures. J'aimerais sourire en empruntant au SDF, qui a toujours dit sur la scène politique que ce n'est pas la mer qui va à la rivière. J'aimerais sourire en demandant au SDF de choisir sa vraie place entre la mer et la rivière et savoir ce qu'il lui reste à faire. Mais non, c'est juste pour rire. C'est pour indiquer simplement que parfois on est rattrapé par ses propres théories. C'est facile. Et donc, moi je crois que, pour finir par là, je crois que nous devons travailler à avoir sur la scène politique camerounaise des formations politiques sérieuses et crédibles. Le MRC, au cours de cette élection présidentielle, me semble-t-il, a pris le leadership au SDF, tout au moins, je dis bien tout au moins. Le SDF gagnerait, de mon point de vue, à faire une sorte d'aggiornamento pour espérer des lendemains qui chantent. Le SDF serait-il en train de mourir de sa propre mort? Mais écoutez, je crois que, vous savez, nos vies sont constituées de tranches de vie. Et tout ça constitue un tout. C'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les partis politiques. Le SDF a fait ce qu'on appelait dans la Bible acte de contrition, à travers son secrétaire général, Tsomolo, qui a traité, je crois il y a 2-3 jours, de photocopie. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que nous disait tout à l'heure M. Bédimo, c'est-à-dire qu'en fait, il parle du SDF originel. C'est-à-dire qu'en fait, monsieur aussi s'est lancé dans une marche solitaire en quelque sorte. D'ailleurs, on l'a vu pendant sa campagne, en dehors de Jean-Michel Nietzsche, il n'y avait pas de cadre du parti, ni sur le podium, ni dans ses campagnes, rien, aucun cadre du SDF. Donc, on peut dire qu'il a volontairement, intentionnellement, mis ses propres camarades de côté, voulant réussir tout seul. Alors que justement, ils sont dans une assise de partis populaires, de masse, où tout le monde attaque en meute, en bloc en fait. Pendant la campagne, c'est pas ce qu'on a vu. On avait plutôt un candidat qui était seul, esseulé, isolé. Et apparemment, il a assumé ce rôle-là. Aujourd'hui, M. Tsomolo nous dit qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant, au fighting spirit. Mais je crois que souvent, il est trop tard. Et je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il est mort de son propre venin, quelque part. Je le regrette de le dire. Encore une fois, je suis en train de dire que ce n'est pas une insulte. Je dis simplement qu'aujourd'hui, l'histoire nous l'a démontré. L'UPC est mort parce qu'il y avait un régime néocolonial en face. C'est vrai que certains acteurs de l'époque politique au Cameroun, Aïdjo, Assalé, André Marembida, ont contribué à l'extinction de l'UPC originelle. Mais dans le cas du SDF, je crois qu'ils ont voulu jouer à plusieurs gammes. Et ça leur en a coûté. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut reconnaître au SDF la capacité d'avoir quand même donné un déclic pour le multipartisme au Cameroun. Dans les années 90, rappelez-vous qu'à l'époque, le RDBC parlait il faut interdire le multipartisme précipité. Il y a même eu des marches pour cela. Donc, il faut quand même... Oui, enfin, ils appelaient ça un multipartisme précipité. Donc on n'était pas mûr. Moi, mon point, c'est sur l'autorisation de manifester. On a autorisé une marche contre le multipartisme. Voilà.
Et la marche pour le multipartisme a fait 2 mois à Bamenda. Et merci Roland pour embrayer, pour dire qu'il y a eu 6 mois à Bamenda. Ah oui, 6 mois, pardon. Le 26 mai 90, je fais des conférences d'ailleurs là-dessus à l'époque, et on a bien vu que M. Froundi avait pris des risques assez importants sur sa vie. On a montré l'image où il était devant son portard, en train les pieds à genoux, en train de prier et dire à sa femme qu'il ne reviendrait peut-être pas à la maison. Et résultat des courses, il y a eu 6 morts ce soir-là. Donc c'est pour dire qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Ils ont fait leur histoire, l'histoire est terminée. Aujourd'hui, le MRC, en quelque sorte, historiquement, reprend la flamme, comme d'ailleurs Roland l'a dit, le SDF reprend un peu l'esprit de l'ancien UPC aujourd'hui. Et donc ça repart. C'est une dynamique, c'est-à-dire que la société comme ça. Regardez dans la société israélienne, il y a eu à l'époque de M. Ariel Sharon, on avait le Likoud et un parti, le Kadima, qui a été créé par l'ancien ministre de la Défense, M. Ariel Sharon. Et en 6 mois, ils ont éteint le Likoud. Et Dieu merci ou diable, pardon, Ariel Sharon tombe dans le coma et le Likoud remonte. Peut-être, tout peut se passer. Je suis en train de dire simplement qu'il y a l'histoire. L'histoire, il faut en tenir compte. Chaque parti a eu son mérite. Même le Dick des Saka a eu le mérite d'exister, même si après il s'est fondu dans le RDPC comme l'a fait l'UNDP aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le SDF doit reconnaître qu'ils ont fait acte de contrition et s'allier à ceux qui sont aujourd'hui dans la mouvance populaire et démocratique, c'est-à-dire le MRC. Oui, mais dis-moi quoi. Voilà. Ce qui est en train d'arriver au SDF aujourd'hui nous fait comprendre que nous sommes obligés de le dire, c'était des géants au pied d'argile. Et ça arrive lorsqu'un parti n'a pas été créé sur des fondamentaux, c'est-à-dire des fondamentaux d'usage pour comment est-ce qu'un parti peut être mis sur pied. On sait comment le SDF est arrivé, il y a eu un leader charismatique, et puis le peuple s'est greffé tout autour. Par un concours de circonstances, il y avait des élections présidentielles, et puis la candidature Froundi a été portée par beaucoup d'autres partis, c'était une candidature consensuelle. Donc, grosso modo, c'est un parti qui s'est greffé autour d'une figure emblématique. Et là, force est de constater que sur la base, il n'y avait pas grand-chose de solide. Parce que si on était parti sur les fondamentaux pour lesquels on peut mettre sur pied un parti, c'est-à-dire cette formation du militant de base, j'ai parlé tout à l'heure de politisation, fait comprendre à ces militants de base ce que c'est que le parti, quelle est l'idéologie du parti, qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi est-ce qu'on veut arriver, je crois qu'on n'en serait pas là. Mais chaque fois, il y a eu comme une espèce d'engouement, de mouvement autour de quelqu'un, et puis dès que ce leader entre guillemets charismatique a lui-même, peut-être par usure, perdu de sa substance, on voit ce qui est en train d'arriver au parti. Vous savez, nous, on s'est souvent entendu dire au Manidem que vous n'avez même pas un seul conseiller municipal ou quoi que ce soit, mais nous pensons qu'il y a plus important, et ce plus important, nous sommes en train de le faire, c'est-à-dire ce travail à la base là. Et les résultats vont être vus à long terme. C'est à ça que nous assistons maintenant. Bon, j'espère que le MRC, lui, n'est pas en train de se greffer ou de se liguer autour d'un leader aussi charismatique. Alors, un travail de fond est en train d'être fait à la base. Les SMS sont nombreux et ils sont pratiquement une centaine sur notre contrôle. Bonsoir, le panel. Je crois que la position du Manidem, le vôtre n'est pas assez précise au moment où on a le sentiment que le Manidem appartient à l'opposition. Pourtant, sur le plateau, le Manidem critique la démarche républicaine de certains partis politiques de l'opposition, notamment le SDF et le MRC. Monsieur Bedimo, revenez à la raison. Bonsoir le panel, s'il vous plaît. Les militants du MRC sont-ils dans les dispositions d'accompagner également Cabral Dibi ou alors Serge Espoir Matomba? Les PV du MRC, on en a combien véritablement? C'est une question qui a été posée par M. Thomas Bayoy sur cette émission. Bonsoir, M. N'Djamène. Continuez de rêver. Il va de parti en parti politique. Le MRC n'a pas gagné cette élection présidentielle. M. N'Djamène, à peine 4 mois dans le MRC, parle déjà
plus qu'un ancien. Il a déclaré dans une chaîne sa candidature comme maire à la commune d'arrondissement de la 5e. On attend et il verra comment il ne pourra pas passer, même s'il a toute l'adhésion populaire. Le Manidem ne sait pas que l'avenir du Cameroun dépend aussi de lui, à savoir le parti. C'est M. Dubois qui nous envoie ce SMS, Dubois Kombou, qui revient donc sur le plateau. Bonsoir, c'est M. Tankwa Emmanuel de Logbaba qui nous envoie ce SMS. Le MRC a peut-être gagné cette élection présidentielle, mais il faudrait encore avoir la conscience de respecter les institutions de la République. Le Manidem, d'après lui, ne représente rien sur le chiquier politique national. Pourtant, Célestin Djamène a dit que tous les partis, quels qu'ils soient, ont de la valeur sur l'échiquier politique. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans la querelle des deux Manidem. Je ne vais pas lire ce SMS-là. Permettez-moi de ne pas le dire. Non, je ne lirai pas ce SMS-là. Alors, le Manidem, bonsoir, c'est Mohamed depuis Brazzaville. Pour lui, le professeur Kamto est le seul véritable opposant au Cameroun à l'heure actuelle. Le Manidem a vendu son âme au RDPC. Maintenant, il parle au nom de l'opposition que le Manidem reprenne véritablement sa place. Alors, je voudrais savoir si Maître Akere Mouna continue à soutenir le professeur Maurice Kamto, c'est André de Lobetsou. Monsieur Ndjamène, comment voulez-vous gagner Plubia sans entrer dans sa tanière, seulement en dispersant les votes de l'opposition? En conclusion, le peuple vous a demandé fusion, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, on vous demande fusion. Le ferez-vous? Le SDF n'est pas mort. N'en déplaise à Célestin Djamène, qui est une fabrication de ce parti politique de l'opposition, mais il est une pièce fabriquée en usure. La politique, c'est lire la vérité du climat politique, non et non justifier sa position, car Célestin Djamène est mal placé pour parler du SDF. C'est M. André de Lobessou qui nous a envoyé ce SMS. Il y en a encore plusieurs comme ça qui arrivent au fur et à mesure que nous poursuivons la lecture des SMS. Demandez au MRC pourquoi il ne montre pas les résultats de la population. Il préfère aller à l'international pour réclamer le recomptage des voix à travers une commission internationale indépendante. C'est Michel de Lopom qui envoie ce SMS également sur ce plateau. Tous ceux qui ont échoué sont ceux qui partisent avec le pouvoir. Le SDF, non, mais le MRC, oui. André de Lobessou qui revient sur cette problématique. M. Ndjamène doit faire attention parce qu'il vend la peau de l'ours sans l'avoir tué. L'analyse sociologique du SDF montre que ce parti politique composé en majorité des ressortissants de l'Ouest. Par ailleurs, le SDF n'a pas bénéficié de son électorat du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Il fait raison donc que M. Ndjamène se ravise et chante victoire avant la fin du processus électoral. Il dit, attendons de voir ce qui va se passer durant les municipales et les législatives. Alors, il y a plusieurs autres SMS qui arrivent. Pourtant, malheureusement, le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. On espère avoir échangé avec vous sur ces problématiques. Maître Djiro, qu'est-ce qu'on doit pouvoir dire aux Camerounais aujourd'hui? L'opposition est-elle toujours viable au Cameroun? Évidemment, je pense qu'il ne vous a pas échappé sur ce plateau que nous avons eu comme thématique la vitalité, voyez-vous, de l'opposition camerounaise. Et je crois qu'on peut quand même se frotter les mains en se disant que s'il y a sur la scène politique des partis avec la qualité qu'on peut reconnaître à des éminents juristes comme le professeur Maurice Kamto et d'autres, on peut penser qu'effectivement rien ne sera plus comme avant. Bézimoko, le mot de la fin, c'est essayer de remettre les idées en place à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas peur d'attaquer des partis de l'opposition, même si nous nous réclamons de l'opposition aussi, si nous estimons qu'ils sont dans l'erreur. C'est ce que j'ai dit tout au long de cette émission, que nous avons attaqué les partis politiques et leurs leaders qui sont allés à la campagne électorale et aux élections sous cette forme, espérant en solo gagner le candidat Biya. Je ne sais pas si c'est ça soutenir Biya, mais nous disons non, ces partis nous ont fait rater
une opportunité fondamentale. Et voilà pourquoi nous les dénonçons, nous dénonçons cela jusqu'à cet instant. Voilà. C'est N'Djamène? Oui, moi je souhaiterais que les Camerounais reprennent goût à la politique. Ça a commencé avec cette campagne de 2018. Et grâce à un candidat, vous l'avez constaté durant toute la campagne et la pré-campagne, c'est des faits, ce n'est pas une opinion, c'est des faits, je suis désolé. Et je voulais que ça continue. Ça veut dire qu'il faut que le Camerounais sache qu'on a besoin de respirer. La respiration politique, c'est l'alternance. Donc on a besoin de cette rupture pour repartir sur de nouvelles bases. Le Cameroun, c'est un grand pays. J'allais dire un très grand pays, qui a des ressources pas seulement minières, pas seulement de matières premières, mais des ressources humaines incroyablement élevées. Donc il faut éviter ce gâchis. Nous pensons qu'il y a des Camerounais valeureux. On ne peut plus laisser le bateau Cameroun conduit par un homme épuisé, dépassé et du passé. C'est vous qui le dites. Ben oui, dépassé. On ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Célestin N'Djamène. Tout de même, nous retenons que la scène politique nationale reste particulièrement en mouvement, même si on le reconnaît, que l'opposition camerounaise a du mal à véritablement se mettre ensemble pour conjuguer ses efforts et peut-être renverser la tendance. Il est aussi à dire que cette opposition entend se mobiliser pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les municipales annoncées en 2019. On attend de voir ce que sera le coach en ce moment-là et nous reviendrons bien évidemment dans Tout au clair pour essayer d'analyser avec vous, dire la vérité, rien que la vérité autour de l'opposition camerounaise. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été nous dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair de ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres sujets, bien évidemment particulièrement croustillants, avec de nouveaux invités sur le panel. Merci d'avoir été nous. Bonsoir.